Alors l'autre dernier grand versant idéologique, théorique, conceptuel de la recherche du temps perdu, c'est évidemment celui autour de l'art, de l'œuvre d'art en général, de la littérature et de l'œuvre littéraire plus précisément. Mais de toute façon, Proust s'intéresse à quasiment tous les arts qui sont à leur pleine maturité à l'époque où il écrit. Donc bon, essentiellement la littérature, la peinture, la musique et l'art dramatique, le théâtre. Voilà, ça c'est vraiment les arts principaux, chacun incarné par un personnage. Vinteuil pour la musique, Elstir pour la peinture, la Berma pour l'art dramatique, et donc le narrateur ou alors Bergotte pour la littérature, l'écriture. Donc l'art, tout comme l'amour, parcourt toute l'œuvre en fait, hein. Oui, la cathédrale, elle est remplie à la fois d'amour et d'art. Ça va ensemble, et l'un nourrit l'autre, hein. Quasi ex aequo, moi j'ai l'impression quand même que l'amour est un peu plus présent, hein, l'amour, la jalousie, tout ça, mais quand même l'art, c'est l'autre très grand thème ex aequo dans sa présence avec l'amour. Et de toute façon, c'est l'art qui a le dernier mot, et ça c'est très important. Dans la métastructure qui est le temps dans l'œuvre, c'est l'art qui a le dernier mot, hein, évidemment, hein, c'est l'œuvre d'art qui s'accomplit, et tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été ressenti, était en fait au bénéfice de l'œuvre et a servi l'œuvre d'art à accomplir avant tout. Mais c'est vrai que le discours sur l'art, bon, il trouve sa pleine quintessence et son bilan général dans ce grand tunnel théorique à couper le souffle, hein, ébouriffant, vertigineux, de toute beauté magnifique, qui est ce que Proust appelle lui-même l'adoration perpétuelle, très joli titre, très joli intitulé, et qui est un couloir donc de 50 pages, hein, une bonne cinquantaine de pages, donc il faut compter environ 2 heures de lecture, en plein milieu du temps retrouvé, hein, pile intercalé entre la première grande partie qui est consacrée essentiellement à la Première Guerre mondiale dans Paris, et la dernière partie, la seconde, consacrée au bal des têtes, donc on retrouvaille avec tous les personnages de l'intrigue qui ont vieilli, sur lesquels le temps est passé, etc., et l'œuvre à accomplir. Alors non seulement la recherche du temps perdu dans son ensemble, c'est désormais un de mes textes préférés au monde, de ce qui est désormais un de mes auteurs préférés au monde, déjà, mais au sein de cette œuvre, parmi ces 7 volumes, et au sein de ces 7 volumes, ce passage de l'adoration perpétuelle, ces 50 pages là, en plein milieu du temps retrouvé, cette profession de foi artistique, ce discours sur l'art, sur l'amour, sur la vie, sur la souffrance, etc., c'est juste un de mes textes préférés au monde. À la fois, certes, parce que j'y ai appris des choses moi-même auxquelles je n'avais pas pensé ou que je n'aurais pas formulé comme ça, donc il y a toute une part évidemment de masterclass, encore une fois, de leçons, où je dis, ah ouais, là, ça me met les idées en place, j'apprends quelque chose, mais aussi en bonne partie parce que ce sont des choses auxquelles j'avais déjà pensé, que j'avais déjà pu constater aussi chez Baudelaire d'ailleurs, rencontré déjà chez Baudelaire, hein, qui avait déjà bien débroussaillé le terrain et qui était déjà un de mes auteurs préférés, qui a été une véritable rencontre aussi, parce que chez lui aussi j'ai rencontré des choses que j'avais envie de lire, que je ressentais, qui correspondaient à mes valeurs, à ma façon de voir la vie, le monde, les choses. Et c'est vrai que chez Proust, ça a été un prolongement exact de cela, une continuité. Et à nouveau, j'ai trouvé exactement le reflet de mes valeurs, de mes hiérarchies, de mes priorités, de ma façon de voir la vie, de ma façon de voir l'amour, de ma façon de voir l'art. Bref, c'était du sur-mesure pour moi, pour les personnes comme moi, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment pile ce qu'il me fallait, ce que j'avais envie de lire, ce que j'avais besoin de lire, ce que j'aime lire, ce qui me correspond, ce qui me fait ressentir que tout d'un coup, le monde tourne à l'endroit, que tout semble prendre sa place. Et donc voilà, c'est vraiment une rencontre, c'est à la fois le plaisir d'apprendre des choses, mais en même temps aussi de les retrouver, de les reconnaître en quelqu'un. Que isolément, ces 50 pages de l'adoration perpétuelle, c'est vraiment un texte exceptionnel et quasiment lisible en fait à part, quoi, en stand-alone. C'est la masterclass dans la masterclass, c'est la leçon des leçons. Et c'est vraiment particulièrement adapté à un lecteur qui lui-même en fait ressent l'art comme ça, et éventuellement un artiste lui aussi a éventuellement une œuvre à accomplir lui aussi, mais en tout cas qui a cette vision de la vie, ce rapport à la réalité, à la vérité, à l'amour, à la souffrance, à la beauté, à la psychologie, aux émotions, aux impressions, à la mémoire, au temps, etc. Et vous voyez, c'est dans ce texte hein, que parmi tant d'autres phrases restées célèbres de lui, Proust dit que la vraie vie, c'est la littérature et c'est l'art, mais aussi ce moment hein, qui rejoint ce que je viens de dire, où Proust affirme que en fait, on n'est pas lecteur de Proust ou lecteur de Baudelaire ou lecteur de quiconque qui a écrit, on est lecteur de soi-même. Et que quand on lit une œuvre, eh bien en fait, cette œuvre que nous tend l'artiste, c'est comme nous tendre des lunettes. Et que ces lunettes, c'est pour nous aider à y voir plus clair en nous-mêmes. Et que si on voit flou,
ou que si on ressent un inconfort, etc., eh bien c'est simplement que les lunettes ne sont pas faites pour nous, que c'est pas la bonne œuvre pour nous pour lire en nous-mêmes, que c'est pas celle-là qu'il nous faut et qu'il faut passer à une autre. Mais que en revanche, si on arrive à bien lire en nous-mêmes grâce à cette œuvre-là, qu'on lit mieux en nous-mêmes et qu'on devient lecteur de nous-mêmes, alors c'est que c'était l'œuvre qu'il nous fallait et que l'œuvre a pu jouer son rôle. L'écrivain ne dit que par une habitude prise dans le langage insincère des préfaces et des dédicaces, mon lecteur. En réalité, chaque lecteur est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même. L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans ce livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. La reconnaissance en soi-même, par le lecteur, de ce que dit le livre, est la preuve de la vérité de celui-ci, et vice-versa. Au moins dans une certaine mesure, la différence entre les deux textes pouvant être souvent imputée non à l'auteur, mais au lecteur. De plus, le livre peut être trop savant, trop obscur pour le lecteur naïf, et ne lui présenter ainsi qu'un vers trouble avec lequel il ne pourra pas lire. Mais d'autres particularités, comme l'inversion, peuvent faire que le lecteur a besoin de lire d'une certaine façon pour bien lire. L'auteur n'a pas à s'en offenser, mais au contraire à laisser la plus grande liberté au lecteur en lui disant « Regardez vous-même si vous voyez mieux avec ce vers-ci, avec celui-là, avec cet autre. » Et bon, manifestement, vous voyez, La recherche du temps perdu, eh bien c'était les bonnes lunettes pour moi. Ça fait partie des œuvres qui sont adaptées à ma vue, qui sont de la bonne optique, hein, un bon instrument optique, comme le dit Proust, et comme l'a été Baudelaire avant, comme a pu l'être Stendhal, comme ont pu l'être d'autres auteurs encore sur d'autres sujets. Et donc ça, c'est encore une des belles leçons de Proust, hein, cette idée de l'instrument d'optique qu'est la littérature, qu'est l'œuvre d'art, que nous tend l'auteur, que nous tend l'écrivain, que nous tend l'artiste, et qu'on doit essayer, et qui est éventuellement adapté à nous, à notre vue, pour lire en nous-mêmes. Dans un podcast récent intitulé La littérature s'interprète-t-elle, je m'en prenais en fait à la notion d'interprétation en littérature largement surcotée, surfaite, hein, au détriment en fait de la compréhension de texte, hein, de la compréhension du sens littéral d'un texte qui en fait n'est pas libre. Un auteur dit quelque chose et pas autre chose, et donc le lecteur doit humblement faire un effort pour comprendre ce que l'auteur dit et uniquement ce qu'il dit. Et il n'a pas à fantasmer le sens, à le tirer dans son sens à lui, vers lui, ou alors à l'interpréter ou carrément à le fumer. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, l'interprétation, c'est le privilège de celui qui écrit. Celui qui écrit, effectivement, par sa démarche d'écriture, eh bien, se place dans une position où lui, il propose son interprétation. Lui, comme c'est celui qui écrit, celui qui tient la plume, a le droit de proposer une interprétation, et donc de l'écrire, d'en faire une œuvre. Un essai, une œuvre, un poème, quoi que ce soit. Et le lecteur, lui, eh bien, il reçoit ce message et son rôle est de le comprendre le mieux possible. Et après, ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas, hein, donc les lunettes lui conviennent ou ne lui conviennent pas, ces fameuses lunettes dont parle Proust. Hein, il arrive à lire ou pas en lui avec ces lunettes que lui tend l'auteur, mais en tout cas, ces lunettes, elles sont à prendre ou à laisser. Hein, les vers sont ce qu'ils sont. On ne peut pas réinterpréter leur correction, la vue de ces vers. Ils sont ce qu'ils sont, tels qu'ils ont été polis, fabriqués par l'auteur pour lire en notre âme. Et si on n'arrive pas à lire en nous avec ces vers, c'est qu'ils ne sont pas faits pour nous. Et donc il faut fermer le livre et il faut passer à un autre. Mais le livre, lui, il est ce qu'il est. Et il est ce qu'en a fait l'auteur. Et lui, seulement en tant qu'auteur, avait ce privilège de proposer son interprétation. Et donc dans la vie, et en l'occurrence dans l'art, le problème que posent ces gens du public qui aiment interpréter les œuvres en fait, qui aiment se barrer avec leur interprétation, puis se mettent à fantasmer, à délirer, hein, alors que ce soit d'ailleurs en littérature, même en cinéma, hein, et il y a tout un public pour ça en fait. Hein, il y a tout un public, que ce soit des critiques ou des spectateurs, qui adorent comme ça en fait se barrer avec le film ou le livre, et en fait construire leur petit monde autour de ça, leurs interprétations, se mettre à faire de la psychologie de personnages, à élaborer des trucs, à combler les trous, enfin voilà, et vraiment ils construisent quasiment une œuvre sur l'œuvre en fait, hein, une espèce comme ça de boursouflure interprétative. Et en plus, il y a certains réalisateurs, certaines œuvres qui s'y prêtent assez bien, hein, que les gens d'ailleurs du coup aiment beaucoup parce que ça leur donne ce terrain de jeu, cette liberté d'interprétation. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les essais, par exemple en littérature, ou alors qui n'aiment pas les films dits trop réalistes, ou alors au sens trop verrouillé, hein, parce que justement, il n'y a pas de liberté interprétative pour eux, ils sont obligés de juste comprendre le film et l'accepter tel qu'il est, ou comprendre le livre et l'accepter tel qu'il est, et ça leur cause à eux de l'ennui. Parce qu'il y a chez eux une espèce de début de flamme créative frustrée, qui clairement n'a pas les moyens, la force, le talent de se suffire à elle-même, de se débrouiller toute seule pour créer quelque chose, elle a besoin de l'appui de l'œuvre de quelqu'un, elle a besoin de partir de l'œuvre de quelqu'un, une œuvre préexistante, pour après bricoler là-dessus et en fait faire gonfler sa flamme.
Et donc, ils sont à la recherche comme ça d'une œuvre qui va leur laisser de la place, qui va leur faire une place pour pouvoir un petit peu comme ça divaguer dessus, rêver, fantasmer, projeter des choses. Et donc oui, il y a des réalisateurs qui s'y prêtent plus ou moins pour les gens, hein, comme David Lynch. David Lynch, c'est un exemple de réalisateur qui pourtant dit certaines choses parfois précises, mais qui laisse cette place en fait à l'onirisme et à l'interprétation, qui convient à plein de gens, parce que eux justement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils préfèrent dans les œuvres, et c'est aussi le cas pour certaines personnes qui adorent l'art abstrait, c'est ce que eux vont pouvoir élaborer à partir de ça en fait, se faire co-créateurs de l'œuvre, voire se barrer avec ça de leur côté et devenir créateurs à leur tour. Mais ils ne sont pas complètement créateurs parce qu'ils sont partis d'une œuvre qui leur préexiste, qui n'est pas la leur, et qui se mettent en fait à manipuler, à annoter, à commenter, à saturer de réflexion, d'interprétation. Et ça, c'est ce que Proust appelle dans Le Temps retrouvé la littérature d'annotation, par exemple. Et il dit que la littérature d'annotation, toute cette littérature un peu comme ça de critique, où on met des notes dans les marges, on ajoute des commentaires, on glose, on fait de la glose ou de l'herméneutique, hein, donc l'interprétation des textes, etc. Eh bien, ce n'est pas de la littérature pour lui. Et même, il dit que c'est complètement bâtard, en fait, et que ça révèle, encore une fois, des failles et une forme de stérilité intellectuelle ou créatrice artistique chez ces gens-là, qu'il appelle des célibataires de l'art. Hein. Il utilise cette expression, les célibataires de l'art. Et du coup, il fait plusieurs paragraphes comme ça sur le comportement en fait, de ce profil de spectateurs ou de critiques qui se passionnent pour l'art. Ça peut être la musique, la peinture, la littérature, ou alors, bon, aujourd'hui, le cinéma. Et qui vivent complètement à fond les œuvres, vraiment quasiment plus intensément que les artistes eux-mêmes, comme il le dit. Parce qu'en fait, chez eux, il y a une espèce comme ça de soif créatrice. Mais ils n'ont pas les moyens en eux de vraiment accoucher par eux-mêmes d'une œuvre. Ils ne sont pas artistes, ce sont des célibataires de l'art. Ce ne sont pas des véritables artistes, ce sont des artistes manqués. Ce sont des artistes manqués ou carrément ratés. Et du coup, ils vont passer leur vie à tourner autour des œuvres des autres, à être en périphérie des œuvres des autres et à passer leur vie à les commenter, à les gloser et surtout à les interpréter, à essayer de les réinventer. Ils ne vont pas pouvoir se contenter simplement de les comprendre et de les aimer et de repartir avec ça de leur côté et de faire autre chose à eux de leur côté. Ils vont comme ça en fait spéculer autour de ces œuvres. Et donc Proust à la fois les méprise et en même temps les plaint. Il dit que ces artistes manqués, quelque part, ce sont des premières ébauches de la nature pour créer l'artiste. Faire de la glose, de l'herméneutique, faire des commentaires complètement what the fuck, halluciner, des hypothèses de la psychologie de personnage. Ils sont comme ça dans une espèce d'entre-deux bâtards entre le commentaire et la création. En fait, c'est quasiment des puces sur le pelage d'un chien, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont besoin en fait, de cet environnement préexistant pour s'épanouir. Ils ne pourraient pas vivre en dehors de ça. Il y a ce besoin créateur hein, chez beaucoup de gens, mais en revanche, il n'y a pas forcément les compétences ou le talent ou la flamme créatrice suffisante qui suit derrière pour mener à la création d'une œuvre à soi, personnelle, authentique, où là, effectivement, on a toute liberté, si on veut, d'être à son tour celui qui interprète, celui qui déchiffre. Tout au long de cette cinquantaine de pages de l'adoration perpétuelle, de cette profession de foi artistique, où Proust expose toute son esthétique et sa pensée, on a comme ça un survol de synthèse générale de toutes les dimensions principales qui ont traversé l'œuvre, à commencer bien sûr par le temps, parce que tout commence par un tropisme, hein, donc par un incident de mémoire involontaire, hein, par une sensation qui réveille le temps perdu, une époque révolue qui est ressuscitée grâce à une sensation, et tout d'un coup voilà, c'est la révélation de ce phénomène, mais oui bien sûr, en fait, la mémoire, retrouver le temps perdu, ça n'a rien à voir avec la raison, avec la rationalité, l'intelligence est impuissante pour ressusciter ce temps perdu. Ce temps perdu, en fait, il vient à nous, il nous surprend par une sensation. Donc l'intelligence trouve ses limites, il y a une insuffisance de l'observation intellectuelle, même les voyages en fait hein, dans l'espace ne servent à rien parce qu'on ne fait que voyager dans l'espace. On retourne dans un lieu, mais tout ce qu'on a fait c'est se déplacer dans l'espace. On n'a pas pu se déplacer dans le temps. Le voyage dans le temps, il a lieu en nous et il passe plutôt par des sensations et qui nous font voyager, même pas tant dans le temps, mais hors du temps en fait, hein, parce qu'on n'est ni vraiment dans le passé, on ne va pas remonter dans le temps, ni plus dans le présent, on est dans une expérience extratemporelle, supratemporelle, qui est celui de la mémoire involontaire hein, et du temps retrouvé, du temps qui était perdu, du temps retrouvé. Et cette insuffisance de l'intelligence, eh bien, c'est le triomphe de la sensation et le triomphe de l'impression. Et le travail de l'artiste pour Proust, eh bien, c'est celui d'un traducteur de ses impressions en expression. Vous voyez, son travail, c'est d'exprimer. Il doit exprimer ce qui ne sont que des impressions, qui deviennent du coup des expressions. L'expression d'une réalité qui n'est pas la réalité tangible, concrète, banale, prosaïque qui nous entoure, qui n'est que l'apparence des choses, mais notre réalité intérieure, la réalité des choses abstraites, invisibles, que sont les émotions, les souvenirs, le vécu, les concepts abstraits, etc. Et donc tout ça, c'est l'œuvre d'art qui peut le réaliser. C'est l'œuvre d'art qui, à elle seule, en recueillant, en traduisant ce livre intérieur des émotions,
eh bien, peut rendre compte de cette réalité dissimulée, cachée, refoulée et généralement lâchement abandonnée selon lui par les intellectuels parce que ça demande trop d'efforts, parce que c'est trop impalpable, c'est incommunicable, donc on la laisse de côté, on ne veut pas l'affronter, la regarder dans les yeux. Et donc c'est là que Proust a des mots très durs sur les théories littéraires, sur la littérature qu'il dit intellectuelle, celle qui veut tout intellectualiser, qui veut tout rationaliser, qui veut tout ramener à la réalité, au réel, à l'engagement, etc. Et en fait, il pour lui passe à côté de l'essentiel qui est la subjectivité dans l'art en fait, hein, la part de subjectivité qui était déjà, là encore, défendue par Baudelaire. D'ailleurs, Proust utilise le mot cinématographique. Bah oui, on est en 1922 quand il écrit ces mots-là. En 1922, le cinéma, en tant qu'invention, le cinématographe inventé en 1895 par les frères Lumière a déjà une trentaine d'années. Les sociétés Pathé et Gaumont existent déjà. Alors le cinéma est assez balbutiement, hein. Il y a tout juste quelques charlots qui paraissent en court-métrage. Hein. C'est pas encore les longs métrages ou les moyens métrages de Charlie Chaplin. C'est pas encore le cinéma de Fritz Lang ou de Murnau qui ne va apparaître malheureusement que quand Proust sera mort. Hein. Il ne verra jamais ces grands films et le cinéma déployer tout ce potentiel. Et donc, de même que Baudelaire avait critiqué la photographie, dont lui aussi n'avait pu voir que le potentiel, les débuts balbutiants, eh bien Proust ne voit dans le cinéma qu'une vulgaire photocopie de la réalité, sans aucune subjectivité, sans métaphore, sans effet, sans embellissement, et du coup célèbre tout le pouvoir transfigurant et sublimatoire de l'art qui est l'opposé du réel tel qu'on le connaît et qui s'intéresse en fait aux réalités plutôt intérieures, subjectives. Et donc voilà, de même que Baudelaire a toujours célébré la subjectivité, que la critique était partiale, passionnée, politique et subjective, eh bien Proust pense la même chose. Il y a vraiment une continuité idéologique entre Baudelaire et Proust, et ce qui est finalement normal parce que tous les deux sont des artistes et donc ils ont la même façon de voir le monde. Ils sont de la même trempe d'artistes en tout cas, parce qu'il y a différentes sortes d'artistes, mais clairement là on n'est pas chez Sartre, là on est vraiment chez Baudelaire, Proust, Oscar Wilde, les décadents, Huysmans, tout ça. On est vraiment chez des esthètes, les gens qui mettent la beauté au-dessus de tout, même au-dessus de la morale, des considérations de bien et du mal, qui mettent la vérité au sens vérité artistique humaine au-dessus de la vérité scientifique, factuelle, etc. Hein, donc c'est vraiment les mêmes échelles de valeurs que l'on retrouve, et ça c'est très important. Et c'est vrai que ce qui ressort de tout ce couloir théorique aussi, c'est bien le côté visionnaire de Proust au niveau de la psychanalyse. Psychanalyse qui pour le coup n'en est pas qu'à ses balbutiements là, parce qu'en 1922 la psychanalyse ça fait déjà plus de 20 ans que Freud écrit, publie, mais en tout cas Proust, contemporain de Freud, a des intuitions, a des découvertes et même des préoccupations qui sont très proches de la psychanalyse. Hein. L'omniprésence de la sexualité dans la recherche du temps perdu, même le complexe d'Oedipe, hein, parce que son attachement extrême à sa mère, l'incitant du baiser du soir quand il était enfant, le phénomène de sublimation, hein, comment l'amour pour l'art en fait finit par supplanter l'amour sexuel, la libido sexuelle. Toute cette réflexion autour de la mémoire, hein, du souvenir, du tropisme, hein, et donc le déclenchement d'une mémoire involontaire par des objets, des sensations, donc échappant au conscient, à l'intelligence, à la rationalité. Donc en fait, le sous-entendu qu'il y aurait tout un inconscient, un monde souterrain dans notre esprit, un monde auquel on n'a pas forcément accès. Hein, donc en fait, ça c'est l'intuition quand même du ça, hein, voilà, le moi, le ça, le surmoi, le conscient, l'inconscient, les névroses aussi, hein, et les psychoses, hein, parce que j'ai eu l'occasion de le dire, la recherche repose beaucoup sur cet effet de mémoire traumatique, hein, donc des choses qui nous ont traumatisés dans le passé, dans l'enfance, et qu'on reproduit, donc l'effet de répétition comme ça, lié à la mémoire traumatique, de reproduction des erreurs qu'on a déjà faites à l'infini, donc l'engrenage, etc. Le deuil amoureux, la souffrance, la psychologie amoureuse, le refoulement, le mensonge, la duplicité. Et c'est vrai que tout cela converge vers en fait la souffrance, hein, la souffrance de la condition humaine, de l'être humain. Hein. Et c'est là que Proust nous donne le coup de grâce. La façon en fait dont il renverse cette idée de temps perdu, hein, du coup là au sens concret du terme, est-ce qu'on a perdu notre temps finalement à nous attacher à des êtres qui en valaient pas la peine, à fréquenter des gens qui nous ont méprisés, incompris, qui nous ont fait souffrir, toutes ces sources de malentendus, toutes ces relations humaines, etc. finalement, qui sont un peu passées seules dans notre tête, qui n'ont pas toujours eu la résonance qu'on voulait, etc. Eh bien non, on n'a pas perdu notre temps, on perd jamais notre temps avec tout ça. En tout cas, si on sait en tirer les leçons, les enseignements, en tirer des vérités, et encore plus si on les met au service d'une œuvre d'art ou d'une création, de quelque chose comme ça. Et donc là, Proust nous sort des phrases absolument collector, hein, je ne peux pas toutes les citer, encore une fois, là c'est le privilège de ceux qui lisent, hein, ou qui liront, ou qui ont lu, hein, mais c'est vrai que, entre autres leçons, hein, celle-ci, hein, tout l'art de vivre, c'est de nous servir des personnes qui nous ont fait souffrir, comme d'un degré permettant d'accéder à sa forme divine et de peupler ainsi journellement notre vie de divinité. Les matériaux de l'œuvre littéraire, c'est ma vie passée, peut être résumé sous ce titre, une vocation. J'ai fait mon carnet de croquis sans le savoir, même contre mon gré. Le bonheur est salutaire seulement pour le corps, mais le chagrin développe les forces de l'esprit. Le bonheur n'a presque qu'une utilité,
rendre le malheur possible. Que l'intelligence commence un ouvrage, les chagrins survenus en cours de route se chargeront de le finir. C'est la souffrance créatrice. Les souffrances causées par Albertine, loin d'être une perte de temps, furent plus utiles à l'œuvre qu'un secrétaire ne l'aurait été. Dans le film Little Miss Sunshine de 2007, qui n'a rien à voir avec Proust a priori, puisque c'est un film américain indépendant qui avait triomphé à Sundance et qui est devenu culte depuis, qui raconte tout simplement le road trip d'une famille assez dysfonctionnelle à travers les États-Unis pour emmener la petite sœur, jouée par Abigail Breslin, à un concours de beauté pour petites filles, donc Little Miss Sunshine. Et cette famille constituée par le grand-père qui est complètement rock'n'roll, par le père qui est un obsédé de la réussite des winners et des losers, par la mère qui essaie de gérer ce petit monde, par le frère joué par Paul Dano qui rêve d'être pilote et qui a fait vœu de silence jusqu'à ce que ça puisse arriver, et par donc l'oncle qui s'appelle Frank, joué par Steve Carell, et qui est un spécialiste de Proust, un universitaire spécialiste de Proust qui vit, je vous le donne en mille, un chagrin d'amour, qui subit les affres, je vous le donne en mille, de la jalousie, qui, je vous le donne en mille, est homosexuel et est tombé amoureux d'un jeune étudiant qui a fini par se barrer avec son rival, lui-même spécialiste de Proust, donc le second plus grand spécialiste de Proust après lui. On voyait vraiment un personnage en plus bien conçu selon quasiment les canons et les lignes proustiennes. Et donc ce personnage très touchant, excellent de Frank, joué par Steve Carell, qui d'ailleurs ressemble comme deux gouttes d'eau à Proust à la fin de sa vie, quand il a fini la recherche, où il avait une barbe comme ça. Donc c'est marrant à croire qu'ils se sont même inspirés du look de Proust à la fin de sa vie, quand il a fini la recherche. Et donc oui, donc ce personnage de Frank, l'oncle, qui est dépressif, qui a tenté de se suicider suite à son chagrin d'amour, eh bien à la fin du film, vient réconforter son neveu, Paul Dano, au sujet de ses peines de cœur et de son chagrin et de sa mélancolie, en lui citant l'œuvre de Proust et en lui résumant exactement, de façon très simple, avec des mots très très simples et très très brefs, la leçon de vie ultime de Proust dans la recherche dans le temps retrouvé. Donc c'est synthétique, c'est un peu simplifié, mais n'empêche que l'idée est là. Tu connais Marcel Proust? Le gars sur qui tu donnes des cours? Oui, un écrivain français. Un loser toute catégorie. Il n'a jamais travaillé. Des histoires d'amour bancales, gaies. Il a passé 20 ans à écrire un bouquin que pratiquement personne n'a lu, ce qui ne l'empêche pas d'être le plus grand écrivain depuis Shakespeare. Enfin bref, lui, en arrivant à la fin de sa vie, il a fait le bilan et il a décidé que toutes ces longues années de souffrance avaient été les plus belles années de sa vie, qu'elles avaient fait de lui ce qu'il était, et que toutes les années de bonheur avaient été une perte de temps. Il n'avait rien appris. Alors, si tu t'endormais jusqu'à tes 18 ans, pense à toute cette souffrance que tu raterais. Le lycée, tiens, surtout le lycée, ce sont les plus belles années de souffrance. C'est de la souffrance de première qualité. Bon, ça c'était la version pour les nuls, en ultra condensé, en 1 minute, pour le clin d'œil cinématographique à un film très sympa. Maintenant, en guise de cadeau d'adieu pour ce podcast, je vous propose la version de Proust lui-même. Alors non pas la version intégrale, parce que encore une fois, ça fait une 50aine de pages, donc il faut compter plus de 2 heures de lecture. Mais en revanche, la même chose que ce que vient de dire le personnage de Steve Carell dans Little Miss Sunshine, Frank, dans sa version originale, avec les mots de Proust lui-même, lus par Denis Podalides. Alors, moins éclatante sans doute que celle qui m'avait fait apercevoir que l'œuvre d'art était le seul moyen de retrouver le temps perdu, une nouvelle lumière se fit en moi. Et je compris que tous ces matériaux de l'œuvre littéraire, c'était ma vie passée. Je compris qu'ils étaient venus à moi, dans les plaisirs frivoles, dans la paresse, dans la tendresse, dans la douleur, emmagasinés par moi, sans que je devinasse plus leur destination, leur survivance même, que la graine mettant en réserve tous les aliments qui nourriront la plante. Comme la graine, je pourrais mourir quand la plante se serait développée, et je me trouvais avoir vécu pour elle sans le savoir, sans que ma vie me parût devoir entrer jamais en contact avec ces livres que j'aurais voulu écrire, et pour lesquels, quand je me mettais autrefois à ma table, je ne trouvais pas de sujet. Ainsi, toute ma vie jusqu'à ce jour aurait pu et n'aurait pas pu être résumée sous ce titre, une vocation. Elle ne l'aurait pas pu en ce sens que la littérature n'avait joué aucun rôle dans ma vie. Elle l'aurait pu en ce que cette vie, les souvenirs de ses tristesses, de ses joies, formaient une réserve pareille à cet albumène qui est logé dans l'ovule des plantes et dans lequel celui-ci puise sa nourriture pour se transformer en graine,
en ce temps où on ignore encore que l'embryon d'une plante se développe, lequel est pourtant le lieu de phénomènes chimiques et respiratoires secrets, mais très actifs. Ainsi ma vie était-elle en rapport avec ce qu'amènerait sa maturation. Prendre des croquis, des notes, il est perdu s'il le fait. Il n'est pas certain que, pour créer une œuvre littéraire, l'imagination et la sensibilité ne soient pas des qualités interchangeables, et que la seconde ne puisse pas sans grand inconvénient être substituée à la première, comme des gens dont l'estomac est incapable de digérer chargent de cette fonction leur intestin. Un homme né sensible et qui n'aurait pas d'imagination pourrait malgré cela écrire des romans admirables. La souffrance que les autres lui causeraient, ses efforts pour la prévenir, les conflits qu'elle et la seconde personne cruelle créeraient, tout cela, interprété par l'intelligence, pourrait faire la matière d'un livre non seulement aussi beau que s'il était imaginé et inventé, mais encore aussi extérieur à la rêverie de l'auteur, s'il avait été livré à lui-même et heureux, aussi surprenant pour lui-même, aussi accidentel qu'un caprice fortuit de l'imagination. Les êtres les plus bêtes, par leurs gestes, leurs propos, leurs sentiments involontairement exprimés, manifestent des lois qu'ils ne perçoivent pas, mais que l'artiste surprend en eux. À cause de ce genre d'observation, le vulgaire croit l'écrivain méchant, et il le croit à tort, car dans un ridicule, l'artiste voit une belle généralité. Il ne l'impute pas plus à grief à la personne observée que le chirurgien ne la mésestimerait d'être affecté d'un trouble assez fréquent de la circulation. Aussi se moque-t-il moins que personne des ridicules. Malheureusement, il est plus malheureux qu'il n'est méchant. On peut reconnaître dans toute œuvre d'art ceux que l'artiste a le plus haï, et hélas, même celles qu'il a le plus aimées. Elles-mêmes n'ont fait que poser pour l'écrivain, dans le moment même où, bien contre son gré, elle le faisait le plus souffrir. Quand j'aimais Albertine, je m'étais bien rendu compte qu'elle ne m'aimait pas, et j'avais été obligé de me résigner à ce qu'elle me fît seulement connaître ce que c'est qu'éprouver de la souffrance, de l'amour, et même, au commencement, du bonheur. Parfois, quand un morceau douloureux est resté à l'état d'ébauche, une nouvelle tendresse, une nouvelle souffrance nous arrive qui nous permettent de le finir, de l'étoffer. Pour ces grands chagrins utiles, on ne peut pas encore trop se plaindre, car ils ne manquent pas. Ils ne se font pas attendre bien longtemps. Tout de même, il faut se dépêcher de profiter d'eux, car ils ne durent pas très longtemps. C'est qu'on se console, ou bien, quand ils sont trop forts, si le cœur n'est plus très solide, on meurt. Car le bonheur seul est salutaire pour le corps. Mais c'est le chagrin qui développe les forces de l'esprit. D'ailleurs, ne nous découvrit-il pas à chaque fois une loi qu'il n'en serait pas moins indispensable pour nous remettre chaque fois dans la vérité, nous forcer à prendre les choses au sérieux, arrachant chaque fois les mauvaises herbes de l'habitude, du scepticisme, de la légèreté, de l'indifférence. Il est vrai que cette vérité, qui n'est pas compatible avec le bonheur, avec la santé, ne l'est pas toujours avec la vie. Les idées sont des succédanées des chagrins. Au moment où ceux-ci se changent en idées, ils perdent une partie de leur action nocive sur notre cœur, et même au premier instant, la transformation elle-même dégage subitement de la joie. Succédanée dans l'ordre du temps seulement, d'ailleurs, car il semble que l'élément premier, ce soit l'idée, et le chagrin, seulement le mode selon lequel certaines idées entrent d'abord en nous. Mais il y a plusieurs familles dans le groupe des idées. Certaines sont tout de suite des joies. Ces réflexions me faisaient trouver un sens plus fort et plus exact à la vérité que j'avais toujours pressentie, notamment quand Madame de Cambremer se demandait comment je pouvais délaisser pour Albertine un homme remarquable comme Elstir. Même au point de vue intellectuel, je sentais qu'elle avait tort, mais je ne savais pas ce qu'elle méconnaissait. C'étaient les leçons avec lesquelles on fait son apprentissage d'homme de lettres. La valeur objective des arts est peu de chose en cela. Ce qu'il s'agit de faire sortir, d'amener à la lumière, ce sont nos sentiments, nos passions, c'est-à-dire les passions, les sentiments de tous. Il faut que dans le bonheur nous formions des liens bien doux et bien forts de confiance et d'attachement, pour que leur rupture nous cause le déchirement si précieux qui s'appelle le malheur. Si l'on n'avait pas été heureux, ne fût-ce que par l'espérance, les malheurs seraient sans cruauté, et par conséquent sans fruit.
et plus qu'au peintre, à l'écrivain, pour obtenir du volume et de la consistance, de la généralité, de la réalité littéraire, comme il lui faut beaucoup d'églises vues pour en peindre une seule, il lui faut aussi beaucoup d'êtres pour un seul sentiment. Car si l'art est long et la vie courte, on peut dire en revanche que, si l'inspiration est courte, les sentiments qu'elle doit peindre ne sont pas beaucoup plus longs. Ce sont nos passions qui esquissent nos livres, le repos d'intervalle qui les écrit. Quand elle renaît, quand nous pouvons reprendre le travail, la femme qui posait devant nous pour un sentiment ne nous le fait déjà plus éprouver. Il faut continuer à le peindre d'après une autre. Une chose curieuse que cette circulation de l'argent que nous donnons à des femmes, qui, à cause de cela, nous rendent malheureux, c'est-à-dire nous permettent d'écrire des livres, on peut presque dire que les œuvres, comme dans les puits artésiens, montent d'autant plus haut que la souffrance a plus profondément creusé le cœur. Ces substitutions ajoutent à l'œuvre quelque chose de désintéressé, de plus général, qui est aussi une leçon austère, que ce n'est pas aux êtres que nous devons nous attacher, que ce ne sont pas les êtres qui existent réellement et sont par conséquent susceptibles d'expression, mais les idées. Encore faut-il se hâter et ne pas perdre de temps, pendant qu'on a à sa disposition ces modèles, car ceux qui posent pour le bonheur n'ont généralement pas beaucoup de séances à donner, ni, hélas, puisqu'elles aussi, elles passent si vite, ceux qui posent la douleur. D'ailleurs, même quand elle ne fournit pas en nous la découvrant la matière de notre œuvre, elle nous est utile en nous y incitant. L'imagination, la pensée, peuvent être des machines admirables en soi, mais elles peuvent être inertes. La souffrance, alors, les met en marche. Et les êtres qui posent pour nous la douleur nous accordent des séances si fréquentes dans cet atelier où nous n'allons que dans ces périodes-là, et qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Ces périodes-là sont comme une image de notre vie avec ses diverses douleurs, car elles aussi en contiennent de différentes. Et au moment où on croyait que c'était calmé, une nouvelle. Une nouvelle dans tous les sens du mot, peut-être parce que ces situations imprévues nous forcent à entrer plus profondément en contact avec nous-mêmes. Ces dilemmes douloureux que l'amour nous pose à tout instant nous instruisent, nous découvrent successivement la matière dont nous sommes faits. Aussi quand Françoise, voyant Albertine entrer par toutes les portes ouvertes chez moi comme un chien, mettre partout le désordre, me ruiner, me causer tant de chagrin, me disait, car à ce moment-là j'avais déjà fait quelques articles et quelques traductions, « Ah, si monsieur, à la place de cette fille qui lui fait perdre tout son temps, avait pris un petit secrétaire bien élevé qui aurait classé toutes les paperoles de monsieur, j'avais peut-être tort de trouver qu'elle parlait sagement. Mais tout de même, quand un être est si mal conformé, et peut-être dans la nature, cet être est-il l'homme, qu'il ne puisse aimer sans souffrir, et qu'il faille souffrir pour apprendre des vérités, la vie d'un tel être finit par être bien lassante. Les années heureuses sont les années perdues. On attend une souffrance pour travailler. L'idée de la souffrance préalable s'associe à l'idée du travail. On a peur de chaque nouvelle œuvre en pensant aux douleurs qu'il faudra supporter d'abord pour l'imaginer. Et comme on comprend que la souffrance est la meilleure chose que l'on puisse rencontrer dans la vie, on pense sans effroi, presque comme à une délivrance, à la mort.